Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles encore au programme de SSP TV. Bienvenue à votre émission éducative qu'on appelle la philosophie en question. Alors pour aujourd'hui, nous allons essayer de voir les relations, les rapports qui existent entre la philosophie et la science. Comme j'ai l'habitude de le dire, cette émission a pour objectif, a pour but de satisfaire la curiosité intellectuelle des élèves qui sont en classe de terminale, ainsi qu'aux amoureux de la sagesse. Alors, dans la perspective d'étudier les relations entre la philosophie et la science, beaucoup d'élèves ont souvent tendance à faire l'amalgame. Beaucoup d'élèves ont souvent tendance à faire la confusion. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai senti la nécessité de m'appesantir sur ces deux concepts, de m'appesantir sur ces deux, en tout cas sur ces deux disciplines qui sont des disciplines qui sont rationnelles. Alors, qu'il me soit permis de faire un petit rappel, qu'il me soit permis de faire un petit flashback. Parce que dans le cours portant sur la philosophie, dans le cours portant sur les relations entre la philosophie et la science, on a souvent tendance à dire que pour que l'élève puisse comprendre ce cours, il faut les analyser, il faut les conceptualiser, il faut les conceptualiser sur trois axes: mariage, divorce et réconciliation. Pourquoi mariage? Pourquoi divorce? Et pourquoi réconciliation? Alors qu'il me soit permis de faire un petit rappel. Un rappel pourquoi? Parce qu'on nous dit que la philosophie et la science ont souvent entretenu des relations compatibles durant 23 siècles. Du 6e au 17e siècle, on ne pouvait pas faire la séparation, on ne pouvait pas distinguer philosophie et science. Pourquoi? Parce que à partir du 6e jusqu'au 17e siècle, on va constater que la philosophie et la science vont entretenir des relations compatibles. La philosophie et la science étaient inséparables comme le recto et le verso d'une feuille de papier. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Aristote, le philosophe grec, disait que le philosophe est celui qui détient la totalité du savoir dans la mesure du possible. S'il en est ainsi, c'est parce que dans l'Antiquité grecque, l'ambition principale du philosophe, c'était d'être un sage. L'ambition principale du philosophe, c'était d'être un sophos. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dans l'Antiquité grecque, la philosophie était définie comme la mère des sciences, comme la science des sciences. Pourquoi? Parce que tous les grands scientifiques, tous les grands philosophes s'intéressaient à la science, tous les grands scientifiques s'intéressaient à la philosophie. C'est pourquoi on ne pouvait pas séparer la philosophie et la science dans l'Antiquité grecque. Toujours dans le même ordre d'idées, de parler des rapports compatibles entre la philosophie et la science dans l'Antiquité grecque, on pouvait évoquer la fameuse anecdote de Platon, qui avait écrit dans la porte de son académie « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Pourquoi Platon, étant un philosophe, n'a-t-il pas écrit « Nul n'entre ici s'il n'est philosophe » mais Platon, il a préféré écrire « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Or, on sait que la géométrie, elle est une branche de la science. Cela laisse entendre que dans l'Antiquité grecque, la philosophie et la science entretenaient des relations compatibles. Dans l'Antiquité grecque, la philosophie et la science entretenaient des relations inséparables. Dans l'Antiquité grecque, la philosophie et la science constituent une unité homogène. Malheureusement, à partir du XVIIe siècle, on va constater que la philosophie et la science vont connaître un divorce. À partir du XVIIe siècle, la science va essayer de prendre son autonomie, la science va prendre son indépendance. Non seulement au XVIIe siècle, la science va prendre son indépendance, mais la science va fustiger, la science va critiquer, la science va contester la réflexion philosophique. Alors, que dit la science? Les scientifiques disent que la philosophie est trop théorique, trop abstraite, elle ne règle pas les problèmes d'ordre matériel de l'humanité. Analysé sous cet angle, on comprend que la science semble être plus efficace, on comprend que la science semble être plus utile que la réflexion philosophique. Donc, je disais tantôt qu'au XVIIe siècle, la philosophie et la science vont entretenir des relations conflictuelles. Non seulement elles vont entretenir des relations conflictuelles, mais la science va contester, la science va critiquer la philosophie d'être inutile. Or, on sait que si on analyse les relations entre la philosophie et la science sous un angle purement matériel, on va constater que la science va détrôner, la science va disqualifier, en tout cas la science va être plus utile que la réflexion philosophique. Pourquoi? Parce qu'on sait que la science, elle est cette pensée rationnelle dont la mission fondamentale consiste à satisfaire les besoins matériels de l'humanité. On sait que la science est une pensée rationnelle, caractérisée par l'objectivité, l'universalité, la capacité de parvenir à des connaissances dont on peut faire la preuve. Tous ces critères, tous ces avantages, toutes ces prérogatives, en tout cas toutes ces choses que la science accorde, que la science procure à l'humanité sur le plan matériel, poussent certains à dire que la réflexion philosophique elle est théorique, elle ne peut pas résoudre les problèmes matériels de l'humanité. C'est d'ailleurs dans cette perspective que nous pouvons comprendre la position des scientistes
qui disent que la science, elle est une panacée. En d'autres termes, la science est la seule activité intellectuelle qui soit capable de prendre en charge toutes les préoccupations, tous les problèmes matériels de l'humanité. Alors que la réflexion philosophique, on le sait, depuis sa genèse, depuis son commencement, la philosophie, elle tarde à prendre en charge ou à répondre concrètement les préoccupations matérielles de l'humanité. C'est d'ailleurs dans une perspective voisine que nous pouvons comprendre Karl Marx, quand Marx attaque à la philosophie d'être inutile, quand Marx attaque à la philosophie de venir trop tard. Marx dit ceci, je cite, « Jusqu'ici, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Or, ce qui importe, c'est de le transformer. » On comprend dans ce sens que la réflexion philosophique, elle est dans l'incapacité de prendre en charge tous les problèmes matériels de l'humanité. On comprend dans ce sens que la philosophie ne peut pas résoudre les problèmes matériels de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on sait que la philosophie, depuis son commencement, depuis sa genèse, elle ne parvient pas à susciter le consensus. La philosophie, depuis son commencement, depuis sa genèse, elle ne parvient pas à prendre en charge toutes les préoccupations, toutes les aspirations matérielles de l'humanité. Vu sous cet angle, on comprend que la science semble être plus utile que la philosophie. Pourquoi? Parce qu'en science, on sait qu'en science, il y a consensus. Pourquoi? Parce que les vérités de la science sont considérées comme des vérités absolues. Les vérités de la science sont considérées comme des vérités, en tout cas, consensuelles. Un exemple de vérité scientifique qui soit considéré comme une vérité, en tout cas consensuelle. Parce qu'en science, on nous dit que l'eau bout, souvent on nous dit que l'eau bout égale 100 degrés. Même si cette vérité elle est contestable, souvent elle est acceptée, elle est admise par toute la communauté scientifique. En science également, on a souvent tendance à dire que l'eau est sans saveur, inodore et incolore. Dans ce sens, on comprend que la science, elle a réussi, en tout cas, elle est parvenue à susciter ce qu'on appelle le consensus, l'unanimité, l'accord des esprits compétents. Pendant ce temps, la réflexion philosophique, non seulement elle tarde à satisfaire les besoins matériels de l'humanité, mais aussi et surtout, la réflexion philosophique ne parvient pas à susciter le consensus. Rappelez-vous d'ailleurs de la fameuse citation d'Aristote qui disait clairement que les philosophes ne sont d'accord que sur le désaccord. Dans ce sens, on comprend que le désaccord est considéré comme le charme. On comprend que le désaccord est inscrit au cœur de la réflexion philosophique. C'est pour dire qu'il y a divergence, il y a opposition entre la philosophie et la science. Il y a opposition entre la philosophie et la science parce que la philosophie et la science, a priori, n'ont pas les mêmes démarches. Si la science s'intéresse sur les faits, si la science se pose la question du comment pour parvenir à la vérité, la philosophie, quant à elle, elle pose la question du pourquoi. Donc, on comprend dans ce sens que la science, elle est cosmocentrique, alors que la philosophie, elle est anthropocentrique. La science, elle est cosmocentrique, pourquoi? Parce que la science réfléchit sur les faits de la nature. La science est cosmocentrique, pourquoi? Parce que la science réfléchit sur les choses qui sont physiques. Alors que l'activité philosophique, elle réfléchit non seulement sur les choses physiques, mais aussi et surtout, elle réfléchit sur les choses métaphysiques, sur les choses qui sont au-delà de la physique. C'est dans ce sens qu'on nous dit qu'il y a opposition, qu'il y a divergence entre philosophie et science. Pour ce qui est du troisième point, naturellement, même si la science, elle a répondu aux préoccupations matérielles de l'humanité, même si la science, elle a réussi à satisfaire l'homme sur le plan matériel, la logique voudrait que l'on montre également que l'homme n'a pas seulement des préoccupations matérielles, mais aussi l'homme il a des préoccupations spirituelles et des préoccupations intellectuelles. Or, ces préoccupations spirituelles, ces préoccupations intellectuelles, la science semble être dans l'incapacité de les résoudre. C'est pourquoi d'ailleurs que le philosophe français, en tout cas Bertrand Russell, le philosophe français, en tout cas Henri-Louis Bergson, disait clairement que la science, elle a besoin d'un supplément d'âme, entre guillemets. Quand Bergson nous dit que la science, elle a besoin d'un supplément d'âme, cela laisse entendre que l'activité scientifique, en tout cas la pensée scientifique, a besoin d'être moralisée, la pensée scientifique a besoin d'être conscientisée. C'est dans ce sens que la philosophie doit intervenir en tant que réflexion sur la totalité. La philosophie, en tant que réflexion sur les divers champs de l'existence humaine, doit s'efforcer de méditer sur les conséquences désastreuses que la science a causées. Parce que la science à elle seule, certes, elle ne peut pas, elle a satisfait les besoins matériels de l'humanité, mais la science à elle seule ne peut pas dire à l'homme connais-toi toi-même. Seul le philosophe est capable de dire à l'homme connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les cieux. C'est d'ailleurs dans une perspective voisine que nous pouvons comprendre l'humaniste français François Rabelais qui disait clairement que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. À la limite de cette citation,
de François Rabelais, on comprend que la science, laissée à elle seule, elle va détruire l'humanité. La science à elle seule, si elle n'est pas accompagnée de la morale, si la science n'est pas accompagnée de la réflexion philosophique, elle risque de raviver les instincts humains, elle risque de pervertir, elle risque de corrompre l'humanité. Maintenant, pour empêcher à la science de raviver les instincts humains qui sommeillent en l'homme, pour empêcher à la science, en tout cas de corrompre l'humanité, la logique voudrait que cette science écoute la morale. Et cette morale, c'est sans doute la réflexion philosophique. C'est pourquoi on nous dit que la science doit impérativement écouter le philosophe. Pourquoi? Parce que le philosophe, il a pour mission dans ce sens de moraliser, de conscientiser, en tout cas de réfléchir sur les œuvres du scientifique que le scientifique nous a présentées. Voilà pourquoi on nous dit que pour comprendre les relations entre la philosophie et la science, il faut les canaliser sur 3 axes: mariage, divorce et réconciliation. J'espère que ces internautes, la vidéo que je vous ai présentée vous a beaucoup plu. En tout cas, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro dans votre émission éducative, La philosophie en question. Merci beaucoup.